la prescription des tests génétiques est encadrée par la loi. L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Ça, c'est ce qui est mentionné dans le Code civil. Préalablement à la réalisation d'un examen génétique, la personne concernée doit être informée de la nature et de la finalité de l'examen qui est proposé à l'occasion d'une consultation individuelle. À l'issue de ces informations précises, la personne va décider ou non de faire l'examen génétique, et si elle décide de faire l'examen, va devoir signer un consentement écrit. Contrairement à ce qui est fait pour d'autres examens médicaux, le résultat de l'analyse génétique n'est pas transmis directement au patient par le laboratoire, mais va être rendu par le médecin prescripteur de l'analyse. Et ce qui fait toute la particularité des tests génétiques, c'est que les résultats de ces analyses ont des conséquences non seulement pour la personne testée, mais très souvent aussi pour sa famille. Et donc cette dimension-là va être discutée avant la prescription du test génétique. Et donc la dimension familiale, elle est particulièrement importante dans les maladies cardiaques héréditaires, qui sont transmises sur un mode autosomique dominant. Et ces maladies cardiaques héréditaires, bien souvent, sont caractérisées par une variabilité d'expression, avec une maladie qui va apparaître de façon retardée, avec une phase asymptomatique, c'est-à-dire une période où la maladie n'a pas encore débuté, qui peut parfois être très prolongée. Et même dans certains cas, malgré l'existence de la mutation responsable de la maladie, une personne peut ne pas développer les symptômes. C'est ce qui s'appelle la pénétrance incomplète. Il existe deux catégories de tests génétiques. La première catégorie, c'est le test génétique qui va avoir pour but de rechercher la mutation responsable de la maladie chez une personne atteinte de la maladie. Et la deuxième catégorie de tests, c'est la recherche de la mutation chez les apparentés non atteints, qui va permettre de déterminer s'ils sont à risque ou non de développer la maladie cardiaque familiale. Et la deuxième catégorie de tests, qu'on appelle diagnostic présymptomatique, ne peut être réalisée que lorsque la mutation responsable de la maladie a préalablement été identifiée dans la famille chez une personne atteinte. La recherche de la mutation responsable de la maladie chez une personne chez qui la maladie cardiaque est avérée a deux intérêts. Le premier intérêt pour le patient lui-même, le résultat, donc en fonction de la mutation qui va être identifiée et du gène dans lequel est présente cette mutation, va parfois donner une information complémentaire sur le risque évolutif de la maladie et permettre d'orienter la prise en charge. Et puis le deuxième intérêt, c'est pour la famille. Comme je le disais, l'identification de la mutation dans la famille va permettre de pouvoir proposer un test présymptomatique chez les apparentés. Donc, l'analyse génétique, elle est réalisée le plus souvent à partir d'une simple prise de sang qui va être adressée dans un laboratoire habilité, qui va donc réaliser l'analyse, le plus souvent de plusieurs gènes, comme vous l'a expliqué le docteur Pascal Achard ce matin, qui sont connus pour être impliqués dans la maladie cardiaque qui a été diagnostiquée chez le patient. Et donc il y a schématiquement trois types de résultats qui sont possibles au terme de cette analyse chez un cas index. Un résultat positif, c'est-à-dire l'analyse a permis l'identification d'une mutation considérée comme responsable de la maladie. Donc un diagnostic positif permet de pouvoir proposer un diagnostic présymptomatique chez les apparentés. Le résultat peut être négatif, aucune variation potentiellement à l'origine de la maladie n'a été identifiée. Bien sûr, un résultat négatif n'élimine pas une cause génétique à la maladie en cause. Et puis, troisième catégorie de résultats, identification de ce qu'on appelle un variant de signification inconnue. On ne sait pas dire en l'état actuel des connaissances si le variant identifié est bénin ou s'il est bel et bien responsable de la maladie. Et dans ce cas, pour essayer d'avancer, une étude de ségrégation familiale peut être proposée pour essayer d'argumenter le caractère pathogène et causal du variant.
Donc on va proposer de réaliser chez les autres membres de la famille qui présentent aussi la maladie cardiaque, de faire un test pour regarder s'ils sont aussi porteurs de ce fameux variant et si les choses sont concordantes, c'est-à-dire si les personnes malades, toutes les personnes malades présentent le variant, ça donnera un argument pour penser qu'il est peut-être bel et bien impliqué dans la maladie. Alors bien sûr, l'évolution des connaissances est permanente et l'interprétation des résultats peut varier dans le temps. Un résultat qui était négatif, grâce à l'évolution des connaissances, peut amener à l'identification dans le futur d'une mutation responsable, et puis une meilleure connaissance des variations, des mutations, peut permettre, avec les années, de réussir à classer les variants de signification inconnue. Alors, une fois qu'une maladie cardiaque héréditaire est avérée dans une famille ou fortement suspectée, bien sûr, il va être important que les différents membres de la famille potentiellement concernés en soient informés. Et donc, c'est ce qui a déjà été expliqué à propos de l'information de la parentèle, donc qui est de la responsabilité de la personne de diffuser cette information. Donc, lorsque une mutation responsable d'une maladie a été identifiée dans une famille, il est donc possible de proposer un diagnostic présymptomatique aux apparentés. Le fait de réaliser un diagnostic présymptomatique se justifie par l'évolution de ces maladies cardiaques qui vont être caractérisées par la présence d'une phase asymptomatique qui peut durer plusieurs années. Et puis, la réalisation du diagnostic présymptomatique se justifie aussi par les enjeux médicaux du test prédictif. On va pouvoir apporter des mesures de prévention ou de soins précoces chez les personnes qui sont porteuses de la mutation. Donc, si le test génétique chez la parenté ne retrouve pas la mutation responsable de la maladie dans la famille, on pourra conclure qu'il n'y a pas de suivi médical à poursuivre et qu'il n'y aura pas de risque de transmission de cette maladie dans la descendance de cette personne. En revanche, si la mutation est identifiée, un suivi médical sera nécessaire qui pourra permettre un dépistage précoce de l'expression cardiaque et une mise en place de traitements précoces. Et puis, dans certains cas, et en fonction de la pathologie concernée, discuter une restriction sportive, l'instauration d'un traitement préventif et la contre-indication à certains médicaments. Alors, le diagnostic présymptomatique est bien encadré par la loi et ne peut être prescrit et réalisé que au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui rassemble des compétences cliniques et génétiques. Et le diagnostic présymptomatique est encore plus particulièrement encadré chez le mineur. La loi mentionne qu'un test présymptomatique ne peut être réalisé chez un mineur que lorsque celui-ci ou sa famille peuvent bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Alors, la réalisation de tests présymptomatiques chez le mineur peut être discutée en cardiogénétique et va être discutée au cas par cas en fonction de la pathologie, de l'histoire familiale, de l'âge de l'enfant, du souhait des parents et du mineur. Et le diagnostic présymptomatique chez le mineur nécessite un accompagnement très spécifique. Donc là, pour terminer, j'ai présenté le protocole du diagnostic présymptomatique qui se déroule en plusieurs étapes. La première étape est une consultation ou des consultations d'information réalisées idéalement par une équipe pluridisciplinaire qui peut associer donc, un cardiologue, un généticien, une conseillère en génétique, une psychologue. Avant la réalisation du test génétique, un délai de réflexion est systématiquement proposé. Et puis, donc, le prélèvement sanguin peut être réalisé pour l'analyse génétique, qui va être une analyse ciblée, une recherche spécifique de la mutation qui a déjà été identifiée dans la famille.
Et puis le résultat du test est disponible habituellement en quelques semaines et va être rendu en consultation et pour discuter des conséquences du résultat. J'étais en train d'observer les réactions dans la salle. Voilà. À propos justement du protocole de test présymptomatique. Alors là, ce qui était présenté évidemment, c'est l'idéal. Alors il a été pratiqué comme ça à la Salpêtrière. Je sais que voilà, quelques échanges informels. Évidemment, dans d'autres consultations, c'est pas, voilà, ça ne se passe pas partout pareil. Ni en termes de délai de réflexion. Et effectivement, c'est des choses qu'il faut re-questionner régulièrement. Est-ce qu'il est obligatoire, pas obligatoire, enfin voilà, à interroger. Et puis la présence du psychologue, qui n'est pas toujours systématisée non plus. Voilà, bon, bref. Donc c'était la consultation, le protocole idéal. Alors moi, je vais aborder les enjeux psychologiques, évidemment, du test génétique, parce qu'un test génétique, ça n'est pas que une prise de sang, ça n'est pas que l'affaire des médecins, et on l'entend toujours, pas forcément tout de suite, mais en tout cas dans l'après-coup, les gens reviennent facilement nous dire oui, je ne suis pas qu'une maladie, je ne suis pas qu'un test, c'est-à-dire que ça engage beaucoup de choses pour chacun, et ça engage aussi toute la famille. Donc il y a des enjeux auxquels on est confronté et on ne peut pas passer à côté de ça. Et c'est pour ça que le psychologue est recommandé. Alors, pourquoi parler d'impact psychologique? Parce qu'on en parle comme ça, impact, en plus c'est un mot qui est très fort. Eh bien parce que ça n'est pas une simple prise de sang. Et certains viennent en consultation et disent bon, on fait la prise de sang et on s'en va. Sauf que dans l'après-coup, il y a un effet de choc quand même, qui n'est pas toujours immédiat. Mais on réalise après que ça n'était pas une simple prise de sang. Ce n'est pas juste un taux de sucre, etc. Ça engage l'avenir, quel que soit le résultat. Il a des retentissements sur la vie personnelle, familiale, professionnelle, sur le plan médical. Voilà. Et je me souviens d'un patient, donc je vous le mets parce que je pense qu'il n'y a que vous finalement qui parlez très très bien des choses, beaucoup mieux que nous. Savoir, c'est passer de l'autre côté, on ne peut plus appartenir au monde d'avant, quel que soit le résultat. Et d'où l'importance finalement de la consultation psychologique avant, pour préparer le résultat, et après, pour accueillir ce résultat avec vous et ensuite vous accompagner dans la suite, quoi. Alors, j'ai oublié de vous dire quand même en introduction, et je pense que c'est quand même un point important, c'est qu'en 10 minutes, vous parlez de l'impact psychologique d'un test génétique, c'est juste impossible. Voilà. Donc, on a réfléchi à ça, on s'est centré principalement sur la démarche du test chez l'adulte, et non pas chez l'enfant, parce que, comme l'a dit Sarah, c'est très spécifique. Et là, je pense que là, ça mériterait d'avoir au moins 1 heure de présentation et surtout d'échange avec vous, puisque vous êtes bien placés aussi pour le savoir. Voilà, donc c'est vraiment très spécifique là, à l'adulte. Alors, les objectifs de la consultation psychologique. Quand vous arrivez voir le psychologue, la plupart, j'ai vu plus de 1000 patients, je faisais le calcul il y a quelques jours, j'ai entendu 1000 fois, de toute façon, vous ne me ferez pas changer d'avis. Donc là, on mettait tout de suite les choses d'accord. Il ne s'agit pas de vous convaincre de faire le test ou de vous dissuader de le faire, comme certains ont l'air de le penser, du tout. Il s'agit de prendre un temps de réflexion. Des fois, on réfléchit un peu différemment quand on réfléchit à deux, avec quelqu'un qui n'est pas directement impliqué. De prendre ce temps de réflexion, évidemment, se poser les bonnes questions pour pouvoir anticiper l'impact. Parce que des fois, on n'a pas réalisé à quel point les choses pouvaient être modifiées en fonction du résultat. Alors, c'est pour schématiser, mais le mouvement général de la consultation psy, il est celui-ci. On part du présent, c'est-à-dire qu'on aide la personne à exprimer ses motivations. Alors au départ, on a l'impression que des fois qu'on est clair sur ses motivations, puis quand on creuse un peu, il y a d'autres motivations qui s'ajoutent. On part de ça. Qu'est-ce qui fait que je suis dans la démarche de test génétique? On revient sur le passé, parce que finalement, tout ça ne s'inscrit pas sur une feuille blanche.
vous arrivez avec une histoire. Il y a une histoire personnelle et il y a plus globalement une histoire familiale avec parfois des décès ou des personnes qui sont atteintes très gravement. Parfois, il y en a beaucoup, parfois, il n'y en a qu'un. Voilà. Et puis, il y a l'histoire personnelle, des difficultés dans sa vie de couple. Voilà. Tout ça, ça s'inscrit. Vous n'arrivez pas comme ça. C'est un test génétique qui ne tombe pas du ciel. Et ça, c'est très important de le réinscrire, parce que l'enjeu du test, il est différent. Et je pense notamment, par exemple, à une patiente qui avait perdu, une jeune patiente qui avait perdu son papa très jeune, et qui, pour elle, le test s'inscrivait dans cette histoire où il fallait recréer à tout prix un lien avec ce père perdu. Et donc, il n'était pas question de ne pas être porteuse. Voilà. Donc, il faut parler de l'histoire plus globalement. Attention, on n'est pas là pour faire de la psychanalyse sauvage, on ne va pas y passer 10 ans, on ne va pas fouiller des petits secrets, etc., sauf si vous les apportez. On n'est pas là pour voilà, chercher à n'importe quel prix à découvrir des choses que vous ne voudriez pas livrer. C'est très important. Et puis ensuite, après le présent, le passé, tout ça, c'est pour se projeter dans l'avenir. C'est commencer à faire l'exercice de « au fait ». Et si vous êtes porteur ou porteuse? Et si vous n'êtes pas? Voilà. Et on envisage les deux possibilités. Et la troisième, qui pourrait être aussi de ne pas faire le test. Parce qu'on l'oublie, mais c'est un choix. Donc voilà, on fait cet exercice, on pourrait dire comme chez le kiné, on fait l'exercice présent, passé, avenir. Alors, quelles sont les principales motivations que vous rapportez en consultation? Attention, c'est comme tout, c'est une présentation, PowerPoint et tout ça, très officiel. Ça ne dit qu'un millionième de ce que vous apportez de votre histoire quand vous êtes en consultation. C'est vraiment, voilà, on a des grandes catégories quand même, mais chaque histoire est singulière. Donc, pour beaucoup, il y a quand même la question pourquoi je fais le test, pourquoi j'ai envie de le faire, pour bénéficier évidemment d'une surveillance, pour se sentir protégé. Attention, certains sont arrivés en disant, avec un aspect un peu magique des choses, c'est-à-dire que si je fais le test et que je suis bien suivie, je ne serai pas malade. Alors là, c'est le moment où on va commencer à réajuster les choses. Ce n'est pas tout à fait ça. Pourquoi je le fais? Bon, ça peut être aussi pour mes enfants. Alors là, souvent, les parents qui arrivent avec « c'est pour mes enfants, pour qu'ils soient suivis, protégés », enfin voilà, ou pour envisager par exemple des réorientations, parce qu'il y en a qui font de la compétition à haut niveau, qui ont peur pour leurs enfants, et souvent ils s'oublient. C'est-à-dire que le parent, lui, il n'existe pas, c'est juste les enfants, les enfants, les enfants. Bon. Donc là, évidemment, c'est très important d'entendre les inquiétudes des parents, et puis il y a un petit exercice à faire quand même pour « et vous là-dedans ». Parce que vous aussi, vous allez vivre avec ça, avec ce résultat-là. Donc on fait ce travail-là. Ensuite, ceux qui rapportent « je veux sortir du doute que je traîne depuis toujours ». Ça, c'est dans la perspective de ceux qui arrivent avec... ils savent que la maladie existe depuis très très longtemps dans la famille, donc c'est vieux, et ils ont vu le grand-père, le père, les oncles, etc., qui sont malades, qui sont parfois morts, et eux se sont inscrits là-dedans en disant « voilà, moi je suis sûre, je vais être porteur, et j'ai quand même ce doute-là au-dessus de la tête, donc je viens sortir du doute, comme ça ce sera clair. » Et en fait, attention, c'est-à-dire que les gens ne réalisent pas toujours que, évidemment, il n'y aura plus le doute porteur, pas porteur. Mais quand on est porteur, on est confronté à tout un tas d'autres doutes concernant la survenue de la maladie, l'expression de la maladie, etc. Donc en fait, les gens, des fois, ils ne réalisent pas que je pensais que ça y est, je serais à plat, ce serait sûr. Et puis en fait, je découvre, maintenant, j'ai 1000 autres questions qui arrivent. Ensuite, le point délicat, parce que j'ai trouvé que c'était parmi toutes les consultations que j'ai assurées, l'enquête familiale est un point délicat. C'est des consultations très, très complexes, particulièrement douloureuses, notamment quand le couple parental vient après la mort subite d'un enfant. Alors ça, voilà. La première partie, de toute façon, de ces entretiens qui sont souvent beaucoup plus longs, n'est pas consacrée au test génétique, c'est consacré à la question du deuil. Voilà. D'ailleurs, rarement possible, finalement, quand on y pense. Voilà, donc on a... faire le test, là, la motivation, elle est un peu différente, parce que quand on parle d'enquête familiale, est-ce que derrière ça, il n'y a pas, je l'ai entendu souvent, une notion de culpabilité où on cherche le coupable?
En tout cas, certains parents arrivent, je vois des têtes qui font ça. Les parents disent, voilà, on fait une enquête, voilà, ça vient de qui? Alors évidemment, ils se soucient assez peu d'ailleurs de prévenir les autres branches, mais c'est moi en tant que parent, voilà, qui de nous deux a passé ça? Et la question de la culpabilité est majeure. Donc là, rien que ça, je peux en parler pendant 1 heure, donc je passe. Alors pour savoir, alors le fameux pour savoir, génial. Pour savoir, alors pour savoir quoi en fait? Et là pour le coup, des fois on creuse un peu quand même. Parce que sinon, si ce n'est pas vraiment la bonne question, le test en fait ne va pas y répondre. Alors je vous cite l'exemple notamment, bon, c'est un peu gros, mais ça vaut le coup quand même d'en rendre compte quand même parfois. Les gens se précipitent dans la démarche, je pense à une jeune femme notamment, et qui insiste, qui est vraiment très, très motivée. Et quand on creuse un peu pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, pour savoir quoi, eh bien, on découvre au cours de la consultation, elle découvre, alors moi aussi, mais moi, c'est pas moi que ça va impacter, elle découvre que la question, c'était si je suis porteuse, je vais donc être malade, comme elle avait vu d'autres personnes, eh bien, je reste avec mon fiancé, parce qu'il est très gentil, très attentionné, et qu'il ne m'abandonnera pas. Il sera capable de faire face. Si je ne suis pas porteuse, je quitte mon fiancé, parce que je m'ennuie beaucoup. Alors, voilà. J'étais sûre qu'en prenant cet exemple-là, ça allait faire réagir un peu. Attention, c'est souvent beaucoup plus subtil que ça, d'accord ? On s'entend bien. Mais c'est assez parlant, c'est pour dire que, voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas fait le test, tout de suite, et raisonnablement, elle s'est dit, je vais d'abord répondre à cette question, c'est-à-dire pourquoi je suis avec cet homme-là. Est-ce que je reste, est-ce que je ne reste pas? Est-ce que c'est une bonne raison de rester parce qu'on va être malade et qu'on est sûr de ne pas être abandonné? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle est repartie avec des questions et auxquelles elle seule pouvait répondre. Et ce n'était pas au test, c'est-à-dire à l'extérieur, de répondre pour elle. Voilà. Donc ça, c'est quelle est la véritable question? Je pense que c'est quand même important. Elle est revenue faire le test, mais elle venait faire le test la deuxième fois, pas pour savoir ça, pas pour répondre à cette question-là. Alors pourquoi on pourrait ne pas le faire, ce test? Bien, des fois, au sortir de la consultation avec le psychologue, donc là, il y a les médecins qui nous regardent en disant « ça y est, c'est de leur faute ». Il y a des gens qui sortent et qui disent « non, finalement, j'ai réalisé que non, ça n'allait pas être possible. Si j'apprends que je suis porteur, donc là, je vous cite tout ce qui est en italique avec les guillemets, c'est vous. C'est pas moi. Donc, si j'apprends que je suis porteur de la mutation, je vais le vivre comme une condamnation. En fait, je ne vais pas pouvoir supporter ça. D'autres qui disent, mais de toute façon, finalement, à bien réaliser, moi, je me fais suivre depuis 10 ans. Bon, si je suis porteuse, ça va être pareil. Je vais me faire suivre. Hein. Finalement, qu'est-ce que ça va changer? On ne va pas me guérir. Bon. Voilà. Et d'autres qui, depuis parfois 15 ans, 20 ans, se trimballent avec l'idée que, notamment cette femme-là qui était porteuse, elle était sûre qu'elle était porteuse, et que même si on lui rendait un bon résultat, c'est-à-dire favorable, elle n'est pas porteuse, bah, de toute façon, elle n'y croirait pas. Elle a dit, moi, je suis sûre, je continuerai à me faire suivre. Voilà. Et il y en a quelques-uns quand même, hein, qui continuent à se faire suivre, au moins la première année. 1 an, en disant, je ne peux pas croire à ça, vous êtes sûre? Voilà. Alors, juste un tout petit détail sur la question du droit de ne pas savoir, parce qu'on en parle souvent. Le test génétique, c'est important, c'est un choix, vous avez le droit de savoir, très important, et vous avez le droit de ne pas savoir, ce qui est vraiment très spécifique au test génétique. Alors j'ai fait de l'oncogénétique, j'ai fait de la neurogénétique et j'ai fait longtemps de la cardiogénétique. Et cette transversalité m'a appris quelque chose. Eh bien, c'est que quand on a quelque chose à faire, alors en théorie, on a le droit de ne pas savoir, c'est vrai. Et en pratique, en fait, c'est pas tellement en pratique, c'est en clinique, ce qu'on observe, c'est que les gens ne s'autorisent finalement qu'exceptionnellement à ne pas savoir. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, évidemment, je pensais d'ailleurs à l'influence du discours médical, c'est-à-dire que le médecin, lui aussi, il sait qu'en étant dépisté, bien suivi, avec des traitements préventifs, par moment, on peut éviter le pire, c'est-à-dire la mort subite. Donc le médecin aussi, il est stressé. Il est stressé de voir partir quelqu'un qui ne va pas faire son test génétique, donc on ne pourra pas suivre s'il est porteur. Donc on est pris dans le stress médical, parfois même du psychologue.
dû aussi à des moments. Et l'influence de son entourage, c'est-à-dire qu'autour, on dit tu ne peux pas ne pas le faire, quoi. Tu te rends compte ce que tu risques, voilà. Donc on est moins enclin à avoir le choix que quand on est en neuro, par exemple, et que de toute façon, on sait tous qu'il n'y a rien à faire derrière. On a plus le temps, et finalement, on est moins obligé de savoir. Finalement, la question devient, en cardiogénétique spécifiquement, c'est moins, je trouve que ça se pose beaucoup moins en termes de je fais ou je fais pas, mais beaucoup plus, est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire le test? Et c'est ça, les gens qui en fait des fois sortent du protocole à un moment et qui reviennent plus tard, comme vous aviez dit. Rappelez simplement le risque subjectif. C'est une notion très importante que vous allez reconnaître, parce que le risque objectif pour les médecins, c'est risque de transmission 50-50. Je sens qu'il faut que j'accélère. Le risque subjectif, voilà, eh bien c'est quoi? C'est que le 50-50, l'information médicale objective, arrive dans votre boîte noire, et là, ça tourne dans la boîte noire. Et au sortir de la boîte noire, eh bien, il ne s'agit plus du 50-50. Souvent, il s'agit, alors, 70-30, 90%, je suis porteuse ou je suis non porteuse, etc. Pourquoi? Parce que ça dépend de quoi? De la maladie, de la fréquence de la maladie dans votre famille. C'est-à-dire que dans la famille, s'il y a 50 personnes qui étaient, bon, j'exagère, mais enfin bon, une bonne dizaine qui ont été atteintes, c'est pas pareil que s'il y a une personne qui est très éloignée. Voilà. Ça, ou si c'est que des hommes, le hasard fait ça des fois, que les hommes ou que les femmes qui sont porteuses. Et là, ça change tout. Mais moi, je suis une femme, donc je suis sûre quand même, là, à 80%, je vais être porteuse. Voilà. Donc le 50-50 disparaît, en fait. Plus longtemps on passe là-dedans à se poser des questions, plus il disparaît. Ça dépend des antécédents personnels, parce que certains réalisent après coup qu'ils ont fait des malaises, qu'ils se sentaient essoufflés quand ils montaient l'escalier, qu'ils n'arrivaient pas à faire du sport comme les autres. Voilà. Ça aussi, ça fait monter les pourcentages. Et les théories personnelles. Alors, il y en a qui vont dire, j'en ai entendu beaucoup, alors de toute façon, quand il y a un problème, c'est toujours pour ma pomme. Donc, mais on l'entend tout le temps. Et sinon, pour d'autres qui disent, bon, de toute façon, je suis toujours passée à travers les gouttes, donc ça va passer, je vais passer à côté, allez, je dirais 75, 20, on en est à ça, voilà. Et évidemment, des représentations des conséquences de la maladie, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est un gros risque de faire le test? Vous voyez, regardez, ils vivent tous bien, ça n'a rien changé dans leur vie, après tout, c'est pas un gros risque que je prends, alors que d'autres pour lesquels c'est un très très gros risque. Donc le risque, la boîte noire, elle a une influence incroyable sur le vécu du test. Quelle est sa fonction? Eh ben, c'est de se préparer. C'est-à-dire ce qu'on fait nous en consultation psychologique avec vous, parce qu'on essaye de faire, vous le faites déjà spontanément. C'est-à-dire que spontanément, vous vous préparez à un résultat ou à l'autre. Alors souvent, on aime bien se préparer au pire, comme le pire n'est jamais décevant. Mais il y en a qui ne se préparent pas du tout à l'autre résultat. Voilà. Et des fois, c'est... Alors le résultat, par rapport à ce risque, il vient confirmer votre pressenti, ou bien il vient infirmer. Oui, tu avais raison, mais non, tu n'avais pas raison. Eh bien, on a constaté que quel que soit le résultat, le mieux, c'est d'être préparé. C'est-à-dire que quand il y a une cohérence, quand on vous rend un résultat qui finalement correspond à ce à quoi vous vous attendiez le plus, eh bien vous êtes mieux. Alors mieux, ça veut dire... mieux, ça veut dire on ne saute pas de joie quand on est porteur, etc. Il ne faut pas exagérer, quoi. Mais par contre, on se remet beaucoup plus vite. Parce que ça correspond. Donc ça vient apaiser à l'intérieur de soi. On se dit, bah oui, je le savais en fait. Bon. Et donc, on va beaucoup plus vite pour se récupérer suite au résultat. Donc, c'est cette cohérence. D'où l'importance de quoi? Dans la consultation psy, on fait l'exercice, et moi, j'assistais particulièrement, quand la personne était déjà préparée à « je serai porteuse » ou « je ne serai pas », j'insistais particulièrement sur l'autre résultat, pour envisager les deux. Parce que sinon, on ne se prépare qu'à un seul. Alors, si c'est ça, bah, c'est bien, on est plutôt armé, mais si c'est pas ça, on est démunis. Donc il faut faire cet exercice préparatoire. L'impact psychologique chez les porteurs, évidemment on se sent plus protégé par la surveillance médicale, souvent on sort avec ça. Et on a la certitude maintenant de pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on passe dans une dimension un peu active. Ça y est, je vais pouvoir faire le suivi, reprendre les choses en main. Il y a cette position active qui se met en route. Sauf qu'il faut négocier avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'incertitude, d'un coup concernant l'âge, alors c'est dans 2 ans ou c'est dans 20 ans? Et ça a un impact. On ne sait pas quand, et donc des fois, en fonction de son état intérieur, eh ben on se regarde et puis on se dit
cœur qui bat de travers, voilà, peut-être que c'est la maladie qui commence, etc. Donc, surtout le cœur, en plus, c'est un organe très réactif. L'expression de la maladie, est-ce que je vais être comme les autres, c'était pas grave? Est-ce que je peux risquer le pire? Est-ce que finalement, là, je suis porteur, mais est-ce que je dois me considérer comme malade ou pas? C'était la maladie invisible, c'est voilà, parfois pendant 20 ans, il n'y a pas de symptômes, mais je suis où? Je suis malade ou je ne suis pas malade? Dans quelle catégorie? Avec le sentiment parfois de sursis aussi, parce que dans les générations d'au-dessus, eh bien, parfois, ils sont tous morts, alors étrangement, entre 50 et 52 ans. Alors les gens qui en ont 40 se disent, ben, moi, au moins, j'ai jusqu'à 52 ans. Voilà, avec toute cette construction, vous voyez, qui se... Et puis, évidemment, ça veut dire annoncer le résultat aux autres membres de la famille, avec toute la culpabilité que ça suscite, et puis toute la culpabilité inhérente au risque de transmission à ses enfants. Voilà. Et alors là, on entre dans d'autres domaines. Bref, quand même, quand on apprend qu'on est porteur, même si souvent on nous dit en consultation, moi tant que je ne suis pas malade, ça va, ben, il y a quand même des remaniements identitaires. Il y a quand même des choses qui changent du regard sur soi, du regard sur la vie. Je pense que c'est important de le souligner. Attention, pas de tragédie. La plupart, quand même, vous retombez sur vos pieds assez vite et assez bien. Mais il ne faut pas négliger cet aspect. Ce n'est pas juste pour avoir le taux de glucose. Tiens, ça a bougé. Pour les non-porteurs, alors évidemment, la majeure partie des non-porteurs, on leur annonce quand même une bonne nouvelle. Il y a un effet de soulagement par rapport surtout en plus à l'état de tension de l'attente du résultat. C'est quand même soulageant. On est débarrassé pour soi, on est débarrassé pour sa descendance. Sauf qu'il y a quelques réactions inattendues. On a beau le répéter, c'est pas toujours entendu. C'est qu'il y a ceux qui ont du mal à guérir de leur risque, puisque je vous ai parlé du risque subjectif, avec ceux qui se sont dit, ben, moi c'est sûr je suis porteuse, ou bien cette jeune femme qui disait, j'ai besoin d'être comme mon père, je suis sûre comme ça que j'ai ce lien avec mon père, je suis comme lui, je suis sa fille. Et là, qui se dit, bah, non, t'es pas porteuse, où est ce lien? Donc il va falloir retrafiquer le... Et donc c'est des gens qui sont démunis, parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Avec un sentiment parfois d'exclusion de la filiation. Moi, j'ai vu des fratries, alors des fratries en plus très importantes, avec entre 6 et 8 personnes, où il y avait, sur l'arbre généalogique, 7 sur 8 qui étaient porteurs, puis il y en a un, au milieu de ça, et qui me disait, mais je me sens comme le vilain petit canard. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pourtant un bon résultat, on était content, tout le monde était content pour lui, sauf que lui ne se vivait pas comme ça, en disant, mais je suis où, moi, dans la famille? J'ai quoi comme place? Eux, ils sont tous à parler de ça entre eux au déjeuner familiaux, et moi, ben, je sais pas, voilà. Et puis alors, il ne faut pas que je me plaigne, parce que comme je ne suis pas porteur, eh ben, je n'ai pas le droit de me plaindre. Finir. Bon, la culpabilité du survivant, ça y est. 10 minutes de retard déjà. Oui, je sais, je suis bavarde, on me le dit à chaque fois. Pourtant, je n'osais pas tout faire. Voilà, donc la culpabilité du survivant, juste un mot, parce qu'on en parle beaucoup, c'est très à la mode quand même dans les journaux, et c'est quand même une réalité. Alors, la culpabilité du survivant, les survivants, ils ne sont pas tous morts pour autant, mais ce vilain petit canard dont je parlais peut se sentir très mal. C'est-à-dire, ou quelqu'un, je pense aussi dans la fratrie, quand on est deux et qu'il y en a un des deux qui est décédé, et brusquement, celui qui reste et qui n'est pas porteur, il a un poids très particulier sur les épaules. Voilà. Tout se passait dans la tête comme si c'était moi j'ai réchappé à ça parce que l'autre est mort. Ça, c'est une construction qui est difficile à modifier. Bien, en conclusion, vous avez compris donc qu'il y a des réaménagements multiples dans la vie, que c'est une démarche, j'insiste beaucoup parce que là on fait des présentations qui parlent en général, j'insiste lourdement sur le fait que c'est une démarche qui est toujours singulière, prise dans une histoire singulière et qu'on doit tout... que ça, ce sont des cases, et que si vous ne vous y retrouvez pas de panique. Voilà. On n'a pas mis tout. Et que je vais citer Claire Cécile, qui a une formule que je trouve incroyable, et surtout très pertinente, c'est que la maladie génétique, notamment, concerne tout le monde dans la famille, mais à des places différentes. Et je voudrais adresser un message, pas seulement à ceux qui font des démarches de tests génétiques, mais à ceux qui sont aussi autour. Les conjoints, etc., qui ne sont pas pour eux-mêmes dans un risque, mais qui souffrent de voir leur conjoint pris là-dedans, et parfois tous les enfants. Et c'est le seul ou la seule qui est là, comme ça, et qui se sent pareil, démuni. Tout le monde
C'est-à-dire que tout le monde là-dedans est pris, même si c'est des places différentes. C'est pas parce qu'on est le conjoint qu'on dit « moi, c'est pas moi qui suis malade, j'ai pas à me plaindre ». Il y a des grandes souffrances chez les conjoints et chez les enfants qui ne sont pas porteurs, par exemple. Donc tout le monde peut être impacté par ça et il faut rester vigilant parce que c'est pas toujours celui qui est malade qui souffre le plus, psychologiquement, j'entends. Voilà. D'où l'importance de l'aide psychologique. Faites appel aux psychologues des consultations quand ils existent, à plus de 10% de consultations quand même, parce qu'il y a des petits temps et des tout petits temps. Voilà. Et sinon, c'est pour ça que la filière a mis en place, là je ne voudrais pas faire de la pub, mais quand même, on a beaucoup pensé, et devant ce fait qu'il n'y avait pas beaucoup forcément de psychologues, la filière a mis en place un centre de ressources psychologiques, pardon pour ceux qui ont entendu 10 fois le message déjà, mais qui est une plateforme que nous coordonnons avec Claire-Cécile Michon. Si tu peux te lever, comme ça les gens t'identifieront, s'il te plaît. Ah bah oui. Voilà. Et que nous coordonnons. Et là, il n'y a pas besoin de se déplacer, parce qu'il y en a qui font parfois 100 km pour voir le psy. Là, je comprends que ce soit compliqué. On est joignable par téléphone, par mail. Beaucoup de gens aussi qui nous envoient des mails. Et ensuite, on prend un rendez-vous téléphonique et on prend le temps de parler. Où que vous soyez en France. Et ensuite, si c'est nécessaire, ce n'est pas toujours, il y a la possibilité de vous orienter vers un psychologue de proximité, pour ne pas faire 100 km, et un psychologue qui connaît vos pathologies. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a mis en place ça, c'est aussi pour former des psychologues libéraux. Il y en a beaucoup qui sont très demandeurs d'ailleurs de ça. Et comme ça, vous allez voir quelqu'un qui connaît quelque chose de ce que vous racontez sur tous ces enjeux qui sont complexes. Merci de votre attention.